Salut Sophie. Salut Florian. Et bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans un nouvel épisode du Courrier de la Sterne. Et cette semaine, on parle de kinétisme, mais qu'est-ce que Eh bien, Sophie vous en parle très vite. Comment ça va, Sophie, d'ailleurs? Bah, ça va. Écoute, on fait avec les aléas de l'Afrique du Sud, et puis voilà. Il y a des choses qui se C'est une passent. aventure, hein, j'ai l'impression Oui. de vivre dans ce pays. Oui, bon, c'est des choses qui arrivent, c'est comme ça. C'est la vie en Afrique. Tu, Voilà. tu nous parles donc de kinétisme Ouais, aujourd'hui. exactement. Et bon, on verra la définition plus tard pour ceux qui ne savent pas ce que c'est. Et puis, on va étudier en passant les Kalao. Ah, ça fait longtemps qu'on n'a pas Ça fait parlé longtemps d'eux. qu'on n'a pas On a parlé de déjà Kalao. parlé d'eux même dans l'émission. Je suis pas sûre qu'on en J'ai ait un- parlé dans l'émission, en fait. J'ai un doute. Ouais, je crois pas. J'ai un doute. Eh ben, peut-être une première du coup pour les Kalao. Moi, je vais parler d'un oiseau bien français. Du moins d'un oiseau bien français au XXe siècle, c'était le grand tétras qui pose beaucoup de problèmes dans les Vosges à cause d'un programme de réintroduction qui ne satisfait pas tout le monde. Mais en attendant, Sophie, ce joli programme, est-ce que tu as découvert des trucs très sympathiques cette semaine dans le monde des oiseaux? Alors une petite news à propos des oiseaux de paradis. Est-ce que tu savais que leurs plumes, en fait, elles sont aussi très réceptives au rayonnement UV et elles réémettent de la lumière grâce à Alors ça. c'est là où je suis censé répondre, mais pas du tout, alors qu'en vrai si, ça fait 3 semaines qu'on en parle ensemble. Bah oui, exactement. Donc voilà, c'était la petite news du moment parce que moi je la trouve toujours sympathique. On sait déjà que leurs plumes sont particulièrement colorées, hein, vous les connaissez. Et ben en fait, elles sont pas juste colorées comme nous on les voit, elles ont aussi d'autres couleurs qui leur permettent très certainement de communiquer entre eux. On en avait effectivement parlé, ça aurait pu être un sujet qu'on aurait pu évoquer plus longuement dans le courrier de la Sterne, et puis finalement on a choisi d'autres sujets, c'est les aléas, hein, des différents Et oui. sujets que l'on prend. Moi je me suis baladé sur le net et j'ai trouvé une publication assez marrante d'une bouteille en verre qui était utilisée par un oiseau. Sophie, à ton avis, quel oiseau, pour quelle utilité cette bouteille en verre? Alors moi je connais les mésanges qui s'amusaient à percer les capsules des Alors bouteilles en verre avec du lait à l'intérieur du côté du Royaume-Uni, absolument. mais à part Non, ça... c'est pas du tout la mésange, mais c'est un oiseau que l'on peut voir en Europe, qu'on peut même voir assez facilement en France. Si je te dis que la bouteille est couchée sur le sol, à ton avis, Oh, et est-ce qu'il taperait dessus pour faire un son? non, mais il taperait dessus pour faire quelque chose, du coup. Tu es pas très très loin. Non, parce que j'étais partie du coup sur le pic et pêche ou ce genre de C'est- choses qui aiment bien faire des sons sur des trucs un peu... Eh ben non, c'est pas le pic, c'est la grive musicienne. La Ah, elle fait de la grive musique sur des bouteilles en musicienne. verre maintenant? Ah non, elle fait pas de musique sur des bouteilles en verre. Non, elle casse les coquilles d'escargot dessus. Il y a Ah ouais. quelques observations qu'on a par-ci par-là, notamment au Royaume-Uni, de bouteilles en verre qui sont abandonnées dans la nature, parfois depuis très longtemps, hein. Il y a une bouteille qui avait encore une partie de son étiquetage qui était visible, qui montrait que ce cru était de 1954, rien que ça. Eh bien, ces bouteilles servent justement aux grives musiciennes à casser les coquilles d'escargot. Et pas qu'un peu, hein, parce que ce sont généralement des cimetières de coquilles d'escargot que l'on voit à côté de Ah, ces bouteilles. carrément. Ah ouais, c'est assez Et impressionnant. pourquoi pas un caillou? Parce qu'on se dit que le caillou c'est quand même plus rugueux. La bouteille en verre c'est genre lisse. C'est compliqué, non? Ouais, mais peut-être que les cailloux qui sont trouvés à proximité ne sont pas spécialement plus utiles à la grive musicienne que cette bouteille. Donc, ce sont peut-être des oiseaux qui ont pris justement cette habitude d'utiliser cette bouteille en verre précisément pour pouvoir casser les cailloux. Parce que oui, tu le précises bien, Sophie, les grives musiciennes utilisent davantage les cailloux pour casser les coquilles des escargots. D'accord, mais alors du coup, une question me vient à l'idée.
Est-ce que le grand cru de 1954, c'est ça, est plus intéressant pour casser les escargots que, mettons, une bouteille actuelle, Eh ben, peut-être? je ne sais Y pas du a-t-il tout. Il y a des différences dans la qualité du Je verre? ne sais pas du tout. Il y a peut-être effectivement des études à faire là-dessus. Alors évidemment, hein, ne mettez pas une bouteille en verre dans votre jardin ou dans une Non, forêt hein, pour non, non. tester. Mais ce serait intéressant de savoir effectivement si ces bouteilles sont plus intéressantes pour les grives que des cailloux. C'est marrant. D'accord. Moi, de mon côté, est-ce que tu connais les harfangs? Oui. Les fameux harfangs des neiges. Est-ce que tu te souviens que les années passées, on a observé des harfangs qui descendaient vraiment bien en dessous de leur aire de répartition normale. Normalement, ils s'arrêtent plus ou moins en Scandinavie, par chez nous. En Europe, ça descend pas trop en dessous. Et de temps en temps, on les voit qui se baladent en France. On en a vu en France certaines années, notamment du côté de la Charente-Maritime. On en a vu en 2023 du côté du Finistère. Et puis on en a vu en 2021 jusqu'en Espagne. Il y en avait Ah trois. ouais, Et alors la incroyable. question qui se posait, parce que tu sais qu'avec le phénomène Harry Potter, évidemment, Edwige, etc., ça a été un petit peu la mode même d'avoir des animaux de ce genre-là en captivité en tant qu'animal de compagnie, qui n'est pas forcément une bonne idée d'ailleurs, ça a des besoins assez particuliers. Et du coup, la question se posait, est-ce que ces animaux étaient d'origine sauvage ou est-ce que c'était des animaux d'élevage qui avaient été en fait relâchés par inadvertance ou volontairement dans la nature? Et donc ils ont analysé les plumes de ces trois harfangs des neiges qui avaient été observés en Espagne en 2021, et il semblerait qu'ils étaient bien d'origine sauvage, ce qui veut dire que ce sont effectivement des harfangs qui sont descendus depuis le nord de la Scandinavie, voire un petit peu au-dessus, jusqu'en Espagne. Ça fait quand même un sacré voyage, et on sait pas trop pourquoi. Ah, c'est fou ça. Moi j'avais regardé un documentaire qui parlait d'harfangs qui pouvaient descendre jusqu'en Allemagne. D'ailleurs, c'était assez marrant parce que le documentaire disait que l'oiseau n'était pas migrateur et disait par la suite, l'oiseau a parcouru 5000 km jusqu'à l'Allemagne. Tu fais ah, bah alors migrateur ou pas? Occasionnel, mettons. Oui, mais bon, ils étaient quand même assez certains de leur définition de sédentaire. Mais non, je savais pas qu'on avait eu des oiseaux qui étaient descendus jusqu'en Espagne pour le coup. C'est très rare. Des c'est jeunes très, très oiseaux rare. du coup, puisque analyse des plumes donc. Ils savent pas exactement s'ils étaient. Ce n'est pas dit en tous les cas. Alors on sait que les aires d'hivernage pour ces espèces-là, c'est généralement des aires qui sont un peu plus au sud de leur aire de répartition, parce que c'est un moment où ils vont trouver moins à manger, donc ils essaient de se rapprocher des endroits qui sont un peu moins froids pour avoir plus de proies, hein, c'est des prédateurs. Mais du coup, descendre jusqu'en Espagne, c'est quand même un phénomène qui est très 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 rare. Donc voilà, la question se posait évidemment, est-ce que c'était des animaux relâchés? Peut arriver, et en l'occurrence, ce n'était pas le cas. Alors, ça a été... Ils avaient été trouvés en novembre tous les trois. Il y en avait un qui a été trouvé près de la plage d'ailleurs, complètement épuisé. Malheureusement, il est mort peu après, malgré un soin en centre de soins. Il y en avait un autre qui avait été trouvé en Asturie, je crois, et c'était une femelle qui finalement a été retrouvée morte peu après. Et un peu plus tard, en novembre aussi, dans la première quinzaine, alors eux ils disent que c'était un jeune mâle, un premier hiver seulement, donc il est possible qu'ils se soient un petit peu trompés d'endroit. Effectivement. Voilà, et qui a été trouvé donc sur des falaises, sur une plage, et lui on ne sait pas trop ce qu'il est devenu parce qu'on ne l'a plus revu après et on ne l'a pas retrouvé mort. D'accord, ok. Voilà. Sophie, qu'est-ce qu'on peut faire avec des oies cendrées à ton avis? Qu'est-ce qui pourrait être très très utile avec des oies? Peut-être une oie à la broche. Non, pas d'ici. Oh la pauvre. Non, on parle de garder quelque chose. Des plumes? Pour l'écriture? Non, pas des plumes. Non, c'est garder physiquement sans toucher à l'oiseau. Garder un lieu. Pour garder, oui, effectivement. On est au Brésil. C'est des très bons chiens de garde. Un très bon chien de garde, absolument. Mais du coup, où on pourrait utiliser ces capacités incroyables de chien de garde des oies? Alors il me semble qu'elles avaient été utilisées dans le temps à Rome et qu'elles ont prévenu certaines invasions. Et c'était des oies sacrées en l'occurrence. Alors c'est effectivement l'épisode des oies du Capitole. On ne sait pas si historiquement cet épisode a eu lieu. On tendrait davantage vers quelque chose qui n'a pas eu lieu, étant donné que le rapport de cet événement a eu lieu 300 ans après
que le sac de Rome ait eu lieu. Donc la mais j'aime bien l'anecdote. Donc la personne qui était présente sur les lieux n'a pas pu voir justement si ça s'était réellement produit. Non, on parle de prison, des gardiens de prison, exactement. On est au Brésil, on est à São Pedro de Alcântara, c'est donc une prison qui se situe au Brésil. Et depuis 15 ans, les chiens ont été remplacés par des oies. Pourquoi remplacer les chiens par les oies? Tout simplement parce que les oies font beaucoup plus de bruit. Et si un détenu s'évade, c'est quand même bien plus pratique pour pouvoir le repérer. Et visiblement, ils sont très très contents d'avoir changé leur perspective et d'être passés à des oies, puisque, comme je vous l'ai dit, ces animaux sont beaucoup plus sonores que les chiens, mais surtout, ils ont un entretien beaucoup plus simple, étant donné que les oies peuvent se nourrir autour du pénitencier de l'herbe. Voilà, ce sont des oiseaux qui ont été utilisés assez fins là. Nous, on avait parlé avec Victor dans l'un des tout premiers épisodes du Courrier de la Sterne de Balandines qui utilisait aussi des oies. Voilà, pareil, en tant qu'avertisseur sonore pour prévenir des intrus, des intrusions. Ça marche pas mal, c'est vrai. Voilà. Et là, en l'occurrence, pour prévenir des sorties des détenus. Et ce sera tout pour moi au niveau de la rétro. Juste une petite news vite fait en passant pour ceux que ça intéresse. Le 34e festival de l'oiseau et de la nature, donc en baie de Somme, se tiendra du 12 au 20 avril 2025. Donc si vous êtes dans le coin et si ça vous tente, n'hésitez pas à aller y faire un tour. Il y a toujours des animations assez sympas. Et on salue Festival de l'oiseau et de la nature qui nous écoute de temps en temps, qui partage quelquefois ce que l'on fait. On les salue et on vous invite évidemment à vous rendre à Abbeville, je crois, si je dis pas de bêtises, pour ce festival qui a lieu au mois d'avril, comme tu l'as précisé. Voilà, c'est tout pour moi. Eh ben parfait. Moi, je vais pouvoir parler du tétra, le tétralyre, le grand tétra qui pose pas mal de problèmes, notamment dans les Vosges. Alors, c'est un oiseau qui était historiquement présent dans les montagnes vosgiennes. On suppose qu'aux alentours de 1920-1930, on était aux alentours de 1000-1100 individus. Et le problème, c'est qu'à partir de 1970, les individus, ils ont commencé largement à péricliter. Alors déjà en 1970, on était descendu à 500 individus, ce qui n'est pas extraordinaire. Et aux alentours de 2021-2022, on était passé en dessous des 50 individus, ce qui fait une chute de 93% de la population, ce qui est énorme. Alors cette chute, elle s'explique comment ? Un peu comme à l'habitude, la modification et la fragmentation de l'habitat. On a aussi des aménagements touristiques qui ont été réalisés, des routes, des stations de ski. On est en montagne, il faut le rappeler aussi. Et puis on a aussi une pression de prédation qui a été plus importante. Et donc tous ces facteurs combinés ont mené à la, on va dire, réduction drastique de la population de cet oiseau. Alors depuis les années 90, on a une stratégie de conservation qui a été réalisée dans le parc naturel régional du Ballon des Vosges. C'est quelque chose qui est piloté par l'État. C'est réparti sur divers départements, les Vosges, le Haut-Rhin, les territoires de Belfort et la Haute-Saône. Depuis 1991, l'Office national des forêts a par exemple eu une politique sylvicole visant notamment sur une surface de 55 000 hectares à préserver le plus possible la population, mais aussi l'environnement du tétra. Donc ça, c'était, on va dire, les actions de base qui ont été menées. Et malheureusement, ces actions, elles n'ont pas suffi, puisque en 2020, comme je l'ai précisé, on constatait une disparition quasi complète des effectifs dans les Vosges. Alors, qu'est-ce qu'on a fait ? Du coup, on a décidé de mener un programme de réintroduction pour justement permettre de retrouver des effectifs plus important. En 2022, le parc naturel régional du Ballon des Vosges a monté un dossier pour justifier l'autorisation de lâcher des grands tétras dans le massif. Donc, il y avait un dossier qui a été réalisé, il a été examiné par le Conseil national de protection de la nature
et le Conseil scientifique régional du patrimoine naturel du Grand Est. C'est un peu lourd ce que je vous dis, mais ça permet un petit peu de planter le décor pour expliquer ce qui va se passer après. Il avait été retoqué dans un premier temps, il avait été réajusté d'une certaine manière, et celui-ci avait été validé. Donc, validation de ce projet qui consiste en quoi? C'est un projet à titre exploratoire pour une période de 5 ans qui a pour objectif de relâcher environ 200 tétras, ce qui correspond à 40 tétras par année. Donc des lâchers qui sont réalisés dans différents endroits, 3 endroits pour être précis. Tout d'abord, les massifs du Grand Ventron, ensuite du Tannay Gazon de Fin et le secteur de Longe-Goutte-Guéant, en sachant que, pour l'instant, les réintroductions ont été réalisées dans les massifs du Grand Ventron et du Tannay Gazon du Fin. Voilà. Pourquoi ces zones-là? Eh bien, parce que déjà, elles sont protégées réglementairement par des réserves naturelles nationales, parce qu'elles sont importantes pour l'espèce, l'habitat de l'animal pourrait y être de bonne qualité, mais aussi parce que les activités y sont encadrées dans une réglementation. Donc, des premiers lâchers qui débutent normalement au printemps 2024. Et patatras, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, 5 associations poursuivent justement le projet devant le tribunal administratif de Nancy pour contester l'arrêté qui avait été prévu donc le 16 avril 2024 pour autoriser des lâchers de grands tétras. On va expliquer d'où viennent ces grands tétras, mais en tout cas, ces associations ne sont pas spécialement au fait d'être pour cette réintroduction. Pourquoi? Parce qu'ils trouvent justement que celle-ci n'a pas forcément été très très bien pensée. Ah bon? On parle effectivement par exemple de réduction de certains, de la fréquentation, des activités qui ont été réalisées, mais réduction ne veut pas dire arrêt, ce qui signifie qu'il y a quand même encore de la perturbation dans l'environnement du grand tétra. L'objectif pour eux, c'était de dire, c'est bien qu'on ait des relâchés de grand tétra, c'est une bonne chose, mais si on relâche les grands tétras n'importe comment, ça ne servira à rien. C'est grosso modo l'argument que eux ils avançaient, un argument d'autant plus important que les relâchés de tétras proviennent de populations sauvages norvèges. C'est-à-dire que ce sont des oiseaux qui ont été prélevés de la nature et qui ont ensuite été transférés dans les Vosges pour pouvoir réalimenter la population. Alors évidemment, on fait un brassage génétique pour justement reconstituer une partie de cette population dans les massifs. Donc le recours a été examiné, le recours a été invalidé, donc les relâchés d'oiseaux ont pu avoir lieu. Et ce qui s'est passé, c'est que sur les 9 tétras qui ont été introduits sur cette année glissante, 7 sont décédés. Ah, zut, oui. Ça fait beaucoup. Le 7e est décédé il y a quelques jours, le 7 mars. Parce que c'est un oiseau, effectivement, qui peut subir de la prédation, parce que c'est un environnement qui peut ne pas lui convenir. Et donc, à partir de là, beaucoup d'associations dénoncent quand même, comme je l'ai dit, un peu l'amateurisme du programme. Et en janvier 2025, François Vernier démissionne du conseil scientifique du parc régional des Ballons des Vosges pour s'opposer à la réintroduction de cet oiseau. Donc François Vernier, c'est un ingénieur forestier en retraite et botaniste, et lui dit grosso modo, et je vais reprendre ses termes, « Je ne voulais pas être caution de cette opération qui pour moi est vouée à l'échec. On a beau réintroduire encore 40 à 50 tétras au printemps, je ne pense pas que ça renforcera les populations. » Il rajoute en plus, on est en train de dépenser beaucoup d'argent public, 200 000 € par an pour les réintroductions, 300 000 pour travailler sur les milieux forestiers. Et tout ça prend évidemment du temps. Et François Vernier, il parle de ce programme de réintroduction qui avait eu lieu dans le parc naturel des Cévennes, où entre 1978 et 2005, plus de 600 grands tétras ont été réintroduits. Ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup. Alors, je suis allé voir un petit peu les différentes informations qu'on pouvait avoir sur cet article. Et dans les années 90, et c'est un article de Christian Nappé, je ne sais pas comment ça se prononce, qui était, ma foi, favorablement pour cette réintroduction, puisque dans les années 90,
elle commençait à montrer progressivement, on va dire, une certaine positivité. D'accord. En 1987, on avait eu par exemple 3 couvées qui avaient été réalisées par des tétras. Je rappelle que les oiseaux ont été réintroduits en 1979, 5 en 1988, 7 en 1989. Alors on n'est pas sur des très très grands chiffres, mais on a quand même une augmentation qui est constante, qui laisse à supposer que le programme pourrait très bien se dérouler. Eh bien Sophie, je vais reprendre ton expression, pas du tout. Ah zut. En réalité, aujourd'hui, on a encore moins de grands tétras que dans le parc des Vosges. Parce qu'on estime qu'on a encore une petite population sauvage qui tournerait entre 5 et 10 individus, si je suis vraiment, vraiment généreux, de différentes sources que j'ai croisées. Et donc, tout ça a mené le fait que ce programme dans lequel on avait investi du temps, dans lequel on avait investi de l'argent, était tout simplement un programme qui ne marchait absolument pas. Et pourtant, il a été étiré longuement. Il y a énormément de choses qui ont été réalisées, 78 à 2005, je le rappelle. Eh oui. Et donc, la conclusion de ce programme, finalement, c'est que le programme de réintroduction, pour l'instant, va se poursuivre, sauf qu'on ne sait pas, aujourd'hui, si le programme de conservation va être une réussite ou un échec. Certains pensent que ce n'est tout simplement pas le cas, que l'environnement climatique ne correspond plus du tout au grand tétras, que l'environnement du grand tétras n'est plus celui des Vosges. Et donc se pose la question de savoir, Sophie, si on doit absolument réintroduire certaines espèces, comme on essaie de le faire avec le grand tétras. C'est un peu le problème de toutes ces espèces qui sont dans des environnements qui aujourd'hui ne sont plus les mêmes. Comme tu l'as dit, ça a changé depuis. Et il est possible qu'il y ait une raison pour leur disparition. Et que cette raison soit toujours là et que l'environnement ne leur convienne toujours pas. Et vous pouvez les réintroduire autant que vous voulez. Si l'environnement n'est pas le bon, ça ne marchera pas. 90% des scientifiques consultés se sont opposés au projet, pour donner une petite idée. Et 2 scientifiques du comité ont démissionné justement parce qu'ils n'étaient plus en accord avec ce projet. Ça fait beaucoup, oui. Donc autant dire que c'est un programme qui bat clairement de l'aile. C'est Dominique Humbert, président de SOS Massif Vosges, qui dit tout simplement que il faut arrêter avec ce programme. Le milieu n'est tout simplement plus adapté pour le grand tétras. Néanmoins, dans le communiqué de presse qu'on retrouve, on fait mention justement de ce projet exploratoire et évolutif en disant qu'il y a de fortes incertitudes quant aux chances de réussite de cette opération. Donc on a quand même la conscience que cette opération peut échouer. Là je parle du communiqué de presse qui permettait justement de justifier, non pas justifier en termes mécaniques, c'est-à-dire de justifier le pourquoi on met en place ce projet, mais de justifier les différentes étapes de mise en place du projet. Donc voilà, on reste sur quelque chose de très très incertain. Et c'est aussi ce qui déplaît fortement. Exactement. Non, tu as raison de le mentionner, mais c'est intéressant de voir, il y a des programmes qui fonctionnent, il y en a qui ne fonctionnent pas, et c'est intéressant aussi d'étudier pourquoi certains programmes ne fonctionnent pas. Et ça, c'est typiquement un cas très intéressant. Il ne faut pas juste se dire qu'on va remettre un animal ici parce qu'originellement c'était son aire de répartition. Les aires de répartition, ça bouge tous les ans. Ça bouge en fonction du changement de climat, évidemment, ça bouge en fonction des activités humaines, ça bouge en fonction de plein de trucs. Et des fois, c'est juste que l'environnement n'est plus adapté. Ça n'empêche pas, cela dit, de trouver un autre environnement qui soit peut-être adapté pour cette espèce-là un peu plus loin. Il y a peut-être un endroit dans un autre pays où il serait très bien et on pourrait les réintroduire là en faisant une petite population de sauvegarde dans cet endroit-là. Pourquoi pas ? L'un des pour la réintroduction de cet oiseau, c'est le fait qu'il soit qu'il soit présent dans une vaste aire de répartition à travers le monde. Et donc, on estime, et c'est le terme qui est utilisé dans le document de presse, que le grand tétras aurait une certaine plasticité climatique vis-à-vis de son aire de répartition. Donc, on peut se dire que ça peut marcher dans les Vosges.
Je sais pas sur quoi ils se sont appuyés, mais je pense quand même qu'ils se sont appuyés sur des choses un tant soit peu crédibles, que juste analyser l'aire de répartition en disant oh bah c'est bon, l'oiseau il est présent un peu partout, donc bon, on peut le réintroduire, c'est bon, ça va marcher. Je ne Généralement, pense c'est un peu pas. plus compliqué Je que pense. ça. Sophie, est-ce que toi, tu as déjà été confrontée à ce genre de programme où d'un côté, vous voulez réintroduire une espèce et de l'autre, vous vous dites que son environnement n'est plus compatible avec le fait qu'elle y soit présente et donc finalement est annulée la réintroduction de cet animal-là? Alors à cet endroit-là, dans ces cas-là, oui, il y a eu des projets comme ça où il a fallu se décider à ne pas réintroduire l'animal dans son aire de répartition originelle. Parce qu'il y avait des choses qui avaient changé. On avait l'exemple d'une grenouille, par exemple, qu'on n'a pas réintroduit dans son environnement d'origine, parce que son environnement d'origine a été totalement détruit par un projet d'aménagement du territoire qui invoquait des parkings. Et du coup, il a fallu bouger les animaux autre part et trouver une autre zone de répartition qui leur conviendrait tout autant et qui serait adaptée. Donc dans ces cas-là, on part à la recherche d'un environnement adéquat, avec toutes les conditions requises pour ces organismes pour survivre. En même temps, un programme de reproduction avait été mis en place en captivité pour que l'espèce survive, avec les quelques individus qui avaient été récupérés. Ça s'est développé sur quelques années et ensuite une petite population de départ a été réintroduite sur un site protégé cette fois-là et se porte très bien aujourd'hui. Mais donc il y a des programmes comme ça qui doivent chercher de nouveaux lieux qui sont peut-être plus propices actuellement à leur développement. Et c'est tout à fait normal, hein. Il y a beaucoup de programmes qui sont comme ça de par le monde à la recherche de lieux propices à la réintroduction de leurs espèces. Voilà. C'est ainsi que va le monde. Malheureusement, l'homme se répand un peu partout sur la planète et détruit avec lui des environnements à droite et à gauche, et il faut faire avec. Donc voilà, c'est comme ça. Désolé, j'étais un peu long. Ben non, c'était une J'étais histoire un peu intéressante. aussi magistral parce qu'il y avait beaucoup de choses à voir. Si vous voulez en savoir plus, hein, il y aura toute une série d'articles dans la description qui reprendront les grandes étapes. Là, j'ai vraiment été assez rapide sur le sujet. Mais voilà, Sophie, on parle désormais de kinétisme. Mais qu'est-ce que le kinétisme? Avant ça, j'ai envie de vous parler d'un oiseau. Parce qu'on va commencer par un oiseau, quand même. C'est bien le courrier de la Sterne, après tout. Alors, nous allons commencer par un calao. Alors, pas n'importe quel calao, on va commencer par le calao à casque rond. Alors, est-ce que toi, tu connais cette espèce en particulier? Ça me dit quelque chose. Un oiseau en danger critique d'extinction. J'arrive pas à savoir si la tête que j'ai dans ma tête, ça fait très très bizarre de dire ça, est la bonne ou pas. Si je te dis danger critique d'extinction, braconnier et ivoire rouge, ça te fait penser à quelque chose? Beaucoup d'espèces animales sur Terre. Beaucoup d'espèces, mais là c'est de l'ivoire rouge, c'est très spécifique. D'accord, ivoire rouge. Ok. Non? Peut-être, mais ça me revient pas. Alors, pour vous expliquer un petit peu, donc les calaos sont des espèces d'oiseaux qui appartiennent donc à la famille des Bucérotidés. Ce sont des animaux qui sont généralement assez gros et qui ont ce qu'on appelle un casque sur le haut du crâne qui est au-dessus du bec. Donc, et généralement ce casque il est plus ou moins vide, alors il y a une structure osseuse à l'intérieur, mais c'est généralement plus ou moins rempli de vide, hein. C'est surtout de la corne qui va être au-dessus du bec, c'est la suite du bec en quelque sorte, hein, qui va avoir son enveloppe cornée sur le haut. Ça va faire généralement chez les mâles quelque chose d'assez extravagant, souvent un peu plus fin chez les femelles.
Ça dit, ça dépend des espèces. Et ce calao spécifiquement, il a un genre, il est tout seul dans son genre, il n'appartient pas au même genre que les autres calaos, tout simplement parce que son casque à lui, il est plein. Et c'est ce qu'on va appeler justement l'ivoire rouge, parce que il est très très dur, très épais, et il a été utilisé précédemment pour faire de la sculpture notamment. Et c'est pour ça qu'il est en danger critique d'extinction aujourd'hui, parce qu'on a fait de la sculpture sur bec de calao en utilisant cette espèce. Et on a appelé donc la matière qu'il y avait dans le casque de ce calao de l'ivoire rouge, et c'est quelque chose qui est extrêmement prisé, notamment en Chine, où on avait des casques ornés, tout sculptés. On peut voir des photos d'ailleurs un peu partout sur le net. Si vous cherchez ivoire rouge, vous allez trouver ces casques sculptés. C'est assez beau d'ailleurs, c'est généralement des œuvres d'art. Malheureusement, sur oiseaux, on voit de disparition. Voilà. C'est hélas le problème de ce genre de choses. Donc en ce moment, on se retrouve avec quelques centaines d'oiseaux seulement qui restent dans la nature, avec une aire de répartition très très petite qui se réduit d'année en année. On est sur l'Indonésie, les Philippines et pas beaucoup d'autres pays malheureusement. On a un petit peu en Thaïlande notamment, je crois qu'en Thaïlande les chiffres c'est à peu près 200 oiseaux seulement qui restent en Thaïlande dans la nature évidemment. C'est pas beaucoup pour une espèce. Donc cet oiseau-là, il est très intéressant parce que, bon, déjà on n'a pas beaucoup de spécimens, il n'est pas énormément étudié, donc, parce qu'on a toujours besoin de spécimens pour la science, mais aussi il est intéressant donc à cause de ce casque qui est très très particulier, qu'on ne voit nulle part ailleurs, qui a posé pas mal de questions aux scientifiques. Ce qui est évidemment intéressant chez cet oiseau, ça va être son fameux casque, et ce casque, il a une petite particularité en plus d'être rempli, c'est qu'il est capable aussi de bouger par rapport au crâne. Alors, est-ce que toi tu savais, est-ce que les auditeurs savent que, en fait, chez les oiseaux, il y a une sorte d'articulation. Alors, c'est pas exactement une articulation, mais il y a un moyen un petit peu de faire bouger les os du crâne, en tout cas entre le bec et la boîte crânienne, vous avez une sorte, c'est pas exactement une articulation, mais ces deux morceaux du crâne sont tout à fait capables de bouger l'une par rapport à l'autre. Ça fait un peu comme si tu ouvrais, imagine un coffre de voiture, t'as la boîte crânienne d'un côté qui va être ta voiture, et t'as le bec qui va être le coffre de ta voiture, et donc en fait tu vas être capable de soulever un petit peu le bec par rapport à ta voiture, comme tu soulèverais le coffre de ta voiture en fait, et c'est plus ou moins ce que fait l'articulation, cette articulation supplémentaire en quelque sorte. Très très perturbant à voir en tête. C'est perturbant. Donc exactement. Donc pour être un petit peu plus précis, donc vous imaginez le crâne de l'oiseau, donc vous avez l'endroit qui va contenir le cerveau, donc la boîte crânienne, vous avez l'orbite qui est juste en dessous, et devant cette boîte crânienne et cette orbite, vous avez donc le bec qui va commencer et le casque juste au-dessus de ce bec. Et donc en fait, cette facette d'articulation va se trouver juste entre la boîte crânienne et le bec et le casque directement. Donc ça va vraiment faire cette ouverture supplémentaire. Et c'est ce processus qui permet notamment à l'oiseau d'ouvrir le bec un poil plus grand, parce que sinon ce serait compliqué d'avaler des gros fruits. Vous savez que les calaos mangent notamment des choses qui sont assez grosses, hein, c'est des fruits. Ils les gobent entiers, ils vont pas s'amuser à les éplucher. Du coup, il faut quand même qu'ils puissent ouvrir le bec. Et ça aide pas mal à ouvrir un petit peu. Et donc, c'est pas les seuls oiseaux à faire ça, parce que chez beaucoup d'espèces d'oiseaux, vous avez ce phénomène qui arrive. On le voit particulièrement chez les psittacidés, donc les perroquets, c'est très très présent. Ça leur permet notamment d'ouvrir le bec un peu plus grand pour arriver à choper des noix et ce genre de choses. Parce que vous avez le bec d'un perroquet, pareil, c'est un peu recourbé, hein, si tu as ça en tête, j'imagine. Donc pour arriver à ouvrir ça un poil plus grand, sans vraiment être gêné par cette courbure du bec, pour quand même arriver à avoir les noix qui rentrent dans le bec, et ben on a ce phénomène d'ouverture supplémentaire entre la boîte crânienne et le bec lui-même, donc la partie supérieure du bec évidemment. La mandibule, donc la partie inférieure du bec, s'ouvre comme chez n'importe quel vertébré habituel, donc avec simplement l'articulation habituelle de la mâchoire que vous connaissez et que vous avez vous aussi. Alors question un peu bête, ça fonctionne un peu comme chez les serpents ? Oui, effectivement, c'est un principe similaire, alors beaucoup moins spectaculaire.
Oui, beaucoup moins spectaculaire que les serpents, mais j'ai essayé de trouver un point de Mais on est comparaison. sur un principe similaire, c'est vrai. Alors là, par D'accord. contre, on ne déchausse pas. Chez les serpents, on est capable carrément d'écarter les os. Et on a, notamment, c'est la mandibule qui va s'écarter complètement et s'ouvrir. C'est-à-dire que les deux parties vont même plus se toucher au final, les deux parties de l'os. Chez l'oiseau, ça se C'est pour touche ça quand que même. les, Donc, c'est pour ça que les serpents sont capables d'avaler une ah proie, oui, oui, engloutir une proie exactement. d'un seul tenant. Ouais, notamment les serpents qui mangent des œufs, c'est assez impressionnant à regarder. J'en ai vu un l'autre fois, c'était c'était genre Et quelque chose. après, ils sont au repos pendant 3 mois. Ah bah, et puis tu vois la forme de l'œuf dans le corps du serpent, c'est quelque chose. Bref, en tous les cas, chez les oiseaux, il reste une connexion toujours, et cette connexion se fait donc au sommet du crâne de l'oiseau, entre la boîte crânienne et le casque lui-même. Vous avez cette connexion qui va rester là quand même. Ça se déconnecte jamais complètement, hein. C'est toujours plus ou moins accroché à cet endroit-là. Alors c'est un phénomène qui a été étudié, mais chez les oiseaux, pas toujours très très bien, parce qu'on n'est pas... C'est pas facile à étudier en fait. C'est une articulation qu'on ne voit pas, qui est souvent difficile à voir, et notamment sur le crâne de ces calaos. En fait, on n'était pas sûr que ça existe, parce que lorsque on a juste le crâne en os, ça se voit pas de dehors. Il faut vraiment savoir que c'est là pour arriver à faire bouger le crâne de la bonne manière pour arriver à le voir en fait. Et sinon, ça se voit pas. Et la différence qu'on a avec ce crâne de calao et comparé aux autres calaos, justement, c'est ce casque qui est plein, qui est vraiment différent, et qui du coup, en fait, ne montre pas, comme chez les autres calaos, où le casque est vide, plus ou moins. Bon, il y a un petit truc à l'intérieur, un petit feuilletage, plus ou moins certaines fois, mais il est généralement vide, et en fait, on peut voir facilement cette connexion qui va être assez fine, finalement, entre la boîte crânienne et les os, qui vont être en l'occurrence le nasal, qui va supporter le casque. Et on voit cette connexion, et ça va être une pellicule assez fine d'os et de cartilage qui va être là. Et ben chez ce calao à casque rond, ce n'est pas du tout le cas. Cette connexion en fait se fait sur tout le tour de la boîte crânienne jusqu'au tour de l'orbite. Et c'est là que c'est assez impressionnant, parce que normalement c'est juste une petite lamelle en haut du crâne qui va tenir tout ça, et ça va suffire à garder tout ça connecté. Donc là, la question c'était pourquoi ? Qu'est-ce qui se passe avec cet oiseau pour que ce soit si différent des autres ? Est-ce que c'est parce que le casque est lourd, peut-être ? Alors c'était une des hypothèses. Est-ce que c'est parce qu'ils font quelque chose de bizarre avec ce casque ? Qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi ? Et comment tout ça fonctionne ? Il se trouve que ce calao, il a une habitude un peu particulière comparée à ses collègues. C'est qu'il tape du bec très régulièrement, et notamment il creuse ses nids lui-même. Et en fait, il va se servir un petit peu comme un pivert de son bec pour creuser des trous dans les arbres, et pour arriver à se faire une cavité pour nicher, tout simplement. Et les autres calaos le font pas. Généralement, ils réutilisent des cavités qui sont déjà utilisées, et ensuite ils vont les fermer de leur bec. Alors je sais pas si vous savez un peu comment ça niche les calaos, mais en gros, la femelle va s'enfermer dans le trou pendant 2 mois, le temps que les petits éclosent, donc elle est avec les œufs. Elle s'enferme là-dedans, et c'est le mâle qui vient la nourrir par un petit trou qu'il laisse ouvert dans la cavité pour pouvoir nourrir la femelle et lui passer des fruits, généralement. C'est assez frugivore, ces animaux-là. Elle est emmurée dans l'arbre. Elle est complètement emmurée dans l'arbre, et elle ne sort pas pendant 2-3 mois. Et puis voilà. Elle ne sort pas pendant 2-3 mois. Et elle s'emmure elle-même, d'ailleurs, hein, c'est elle qui fait ça, et le mâle aussi. Le but, on suppose en tout cas, que c'est de protéger contre les prédateurs, et aussi pendant ce temps-là, la femelle va muer, elle va aussi faire sa mue, et perdre toutes ses plumes d'un coup, donc elle va être particulièrement susceptible de mourir face à un prédateur, parce qu'elle ne pourra plus du tout voler à ce moment-là, donc ça sert pas à grand-chose qu'elle sorte du nid de toute façon. Donc elle est juste là pour protéger les petits et pour les nourrir grâce à ce que le mâle... Donc c'est une stratégie un peu particulière, mais bon, évidemment si le mâle est tué pour quelque raison que ce soit à l'extérieur du nid, la femelle et les petits périssent, parce que il y a plus personne pour les nourrir. Mais si tout se passe bien, normalement ils ressortent au bout de 2-3 mois, les petits sont prêts à l'envol, et tout le monde s'en va et tout va bien. Voilà. Donc... ce calao-là, contrairement aux autres, il va creuser son trou lui-même, et il va faire un petit peu comme le pivert, il va taper sur l'arbre, et il va faire sa petite cavité lui-même, là, et il va y aller bien fort, donc avec la tête, là, avec le bec, et puis ça y va.
Alors le problème de cette stratégie, c'est que vous allez avoir des chocs répétés qui vont se répercuter jusqu'à votre cerveau, et ça, c'est pas bon. Ça, généralement, c'est quelque chose qu'on... D'ailleurs, on vous le dit, hein, les traumatismes crâniens, en règle générale, c'est pas top. Chez les oiseaux, c'est Ne vous pareil. tapez pas, ne vous tapez pas la tête contre un mur. Voilà, hein, ne vous tapez pas la tête, exactement. c'est- Voilà. Donc on le sait d'ailleurs, tout ce qui est joueur de sport un petit peu délicat, un petit peu costaud du style rugby, généralement on les encourage fortement à pas trop avoir de choc sur la tête parce que c'est assez, c'est assez dangereux au final, hein, c'est pas terrible. Ah oui, bah, totalement. Bon. Et puis tu parlais de pic, mais peut-être qu'on en reparlera. Oui, Mais on avait dédié une partie d'un épisode du Courrier de la Sterne sur les pics, justement. Allez le réécouter si vous voulez. exactement. On parlait déjà de ces problématiques-là de mal de crâne. Exactement. Et alors, on avait dit à l'époque qu'ils avaient quelques adaptations qui leur permettaient donc de ne pas avoir trop mal au crâne. Ce qui les empêchait pas d'avoir mal au crâne, on supposait, mais en tous les cas, moins que s'ils n'avaient pas eu ces adaptations-là. Et notamment, ils avaient des moyens de réduire un petit peu les chocs autour du cerveau, notamment. Il y avait une histoire de pneumatisation, un petit peu, il y a ce genre de choses. Et du coup, la question se pose pour ce cas-là, est-ce que c'est la même chose ? Est-ce que ce casque, qui est un peu plus dur et plus renforcé, est-ce que ce serait pas justement quelque chose qui lui permettrait d'éviter les chocs répétés sur le cerveau? Alors en l'occurrence, c'est pas du tout comme chez le pivert, ils n'ont pas exactement la même stratégie. Eux, leur stratégie, c'est d'avoir quelque chose de très lourd, en l'occurrence le casque, pour pouvoir taper très fort. Donc ça va servir en fait de contrepoids lorsqu'il va taper avec la tête sur le, sur le truc. Et ce qui va se passer, c'est que ce joint, donc cette jointure entre le crâne et le casque, va servir en fait plus ou moins d'absorbeur de choc. Donc ça va faire une sorte de petite couche protectrice entre le casque et le bec, qui sont donc très lourds et qui vont servir de marteau-piqueur en quelque sorte, et la boîte crânienne elle-même, qui elle va être soumise au choc autrement, mais là en l'occurrence avec cette jointure entre les deux, ça va faire un petit peu comme si vous aviez mis du papier bulle entre les deux, et puis ça va protéger un petit peu des chocs en quelque sorte. Cela dit, ça protège pas complètement non plus, parce qu'en fait, ce qu'il fallait aussi, et c'est aussi la raison pour laquelle cette jointure va en fait se retrouver tout autour du crâne, contrairement aux autres espèces, il faut pas non plus que ça bouge trop, parce que si ça bouge trop, avec la force des chocs, on l'avait dit notamment chez le pivert, si jamais on n'est pas bien droit face à l'arbre et que le bec dévie un peu, c'est la fracture assurée en fait. Parce qu'il y a tellement de force dans le choc contre l'arbre que si jamais le coup n'est pas porté correctement, ou si jamais, mettons que le bec se déplace un petit peu par rapport à la boîte crânienne, on va avoir tout de suite de gros problèmes, et notamment des fractures, ce genre de choses. Hein. Il y a quand même des forces assez importantes qui vont s'appliquer sur la boîte crânienne lors de ces séances de marteau-piqueur. Alors, la raison, du coup, ce qu'ils supposent, c'est l'une de leurs hypothèses, c'est la raison pour laquelle on a cette jointure qui, cette fois-ci, ne se fait pas juste à un seul endroit du bec, mais bien tout autour du crâne, pour qu'on ait bien ce bec qui reste bien positionné par rapport à la boîte crânienne et bien droit en quelque sorte, et c'est justement pour éviter qu'il y ait des problèmes lors des chocs et que ça se déplace sur le côté, d'un côté ou de l'autre, et que derrière l'oiseau se retrouve avec un bec cassé. Ça pourrait faire encore d'autres traumatismes, donc on a encore une autre raison d'avoir un bec un petit peu particulier et un casque plein. Donc voilà, c'était leurs hypothèses, et je trouvais l'article assez convaincant. Si jamais... C'est toi la spécialiste. Moi, j'ai trouvé que pour une fois, alors, ça c'est ce qui m'a bien plu aussi, c'est qu'en fait, ils sont vraiment partis dans les détails de cette jointure, parce que c'est quelque chose qui est pas facile à analyser, donc ils sont vraiment allés avec pas mal de différentes technologies pour aller voir un petit peu ce qui se passait à l'intérieur, et ça m'a bien plu. Mine de rien, on sait que ça existe chez les oiseaux, mais c'est pas forcément très étudié. Parce que c'est pas une structure qui est facile à étudier, tout simplement. Et puis c'est un cas très particulier aussi, et donc c'est vrai que c'est intéressant de voir un petit peu des choses qui sont toutes les formes différentes qu'on peut avoir chez les oiseaux. Donc voilà, je trouvais l'article intéressant de ce point de vue-là. Et puis moi j'ai pas grand chose à dire en plus. Ouais. Après c'est beaucoup de
c'est beaucoup d'anatomie et de ce genre de choses. Mais À voilà. l'exception d'une chose, c'est quoi le kinétisme, Sophie? Et bien justement, du coup, c'est ce principe d'avoir deux os qui bougent l'un par rapport à l'autre sans qu'on ait vraiment d'articulation à proprement parler, comme un genou ou comme un coude, où on a vraiment des facettes articulatoires. Enfin, c'est vraiment une articulation normale, en quelque sorte. Ça bouge, ça s'articule un os par l'autre avec vraiment des facettes faites pour. Là, en l'occurrence, on n'a pas exactement de facettes d'articulation. On a juste deux os qui sont capables de bouger l'un par rapport à l'autre. Et c'est tout. Il n'y a rien de... C'est pas comme simplement ouvrir la bouche. Ça va être quelque chose en plus derrière. C'est pas quelque chose de... C'est pas un phénomène qui est vraiment une articulation normale. C'est quelque chose d'un peu différent. Donc c'est ce phénomène-là. Alors on a plein de mots différents pour en parler. Il y a en l'occurrence chez les oiseaux on appelle ça la prokinésis pour l'histoire, cette suture bien particulière entre le bec et la boîte crânienne. Mais bon, en fonction de là où c'est situé, il va y avoir d'autres noms. Voilà, c'est les termes scientifiques, c'est pas la peine de les retenir, mais en tous les cas, voilà, sachez que ça existe et ça permet, si vous avez un perroquet à la maison, d'ouvrir le bec un petit peu plus grand, ce qu'il devrait normalement avec l'articulation de la mandibule uniquement. N'hésitez pas à observer ça. Nous sommes devenus des vrais youtubeurs étant donné que nous donnons la définition de quelque chose à la fin de la vidéo. Voilà, c'est grandiose. C'est merveilleux. Sophie, il est l'heure de se quitter après avoir parlé de kinétisme, après avoir parlé du tétra. Merci beaucoup d'avoir participé à ce nouvel épisode. Où est-ce qu'on te retrouve? Les réseaux sociaux habituels, YouTube sur la chaîne Entracte Science, et puis Twitter et Instagram, @leplumeux. Et vous retrouvez bien sûr le courrier de la Sterne sur toutes les plateformes de podcast, les précédents épisodes bien sûr, les nouveaux qui sortiront bien sûr. Vous retrouvez également l'émission sur YouTube. Si vous avez des questions, les commentaires sur la chaîne YouTube sont faits pour ça. On sera ravis d'y répondre. Ça prend un petit peu de temps, hein. Ne soyez pas impatients. Des fois, ça peut prendre un petit peu de temps avant qu'on réponde à un commentaire. Mais ne vous inquiétez pas, on y répond toujours. D'ici là, portez-vous bien. Rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode du Courrier de la Sterne. Salut à tous, salut à toutes. À plus.